Bonjour à tous. Bonjour. On est super contents en tout cas de faire cette présentation au Devox. En tout cas, une grande première pour nous deux. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On l'a bossé pendant plusieurs années ensemble. Et il s'intitule Miroir, miroir, dis-moi si je suis observable. Du coup, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Virginie Hang. Je suis CTO dans notre agence Accenture à Clermont-Ferrand. Et moi, c'est Robin Soupoyen. Je suis lead SRE chez Michelin à Clermont-Ferrand. C'est bon comme ça. Ok. Donc du coup, on va vous parler forcément d'observabilité et de monitoring, comme vous avez pu le voir sur ce slide. On sait que la qualité de service est au cœur de nos préoccupations. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs, de DevOps. On ne va pas faire de recensement ce matin, mais on sait qu'en tout cas, on est tous sur des softwares, on délivre de la prod, et on sait qu'on veut faire un travail pour qu'on ait la meilleure qualité de service en production. Et pour ça, en fait, on a énormément de patterns. Aujourd'hui, on sait qu'on peut travailler sur du software craftsmanship, on peut bosser avec du clean code, on peut faire des tests unitaires, faire des tests tout court d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'observabilité et de monitoring. Et ce sont deux pratiques qui sont complémentaires, qui se placent en fait en amont et en aval de la production. Et peu importe l'architecture en fait que l'on ait dans nos applications, que ce soit des architectures qui soient modernes avec du microservice ou un peu moins modernes parce qu'on fait des applications monolithes, et bien en fait ces deux types d'architectures sont concernés par ces pratiques et on va vous expliquer en quoi. Donc notre intention, c'est de vous expliquer un petit peu tout ça au travers de l'histoire d'une squad, une équipe projet qui met une application en production et qui, bien sûr, passe par des écueils et qui vous expliquera un petit peu cette histoire. Et peut-être que vous allez vous reconnaître un peu dans cette histoire. Mais avant de démarrer, on va revenir sur quelques petites définitions pour mettre tout le monde au diapason. Qu'est-ce que le monitoring ? Donc le monitoring, ça consiste à vérifier la qualité de service en temps réel et c'est vrai que c'est basé sur la collecte d'indicateurs. Donc c'est vrai que quand on fait du monitoring, en première intention, ce qu'on fait, c'est qu'on revient un petit peu sur l'histoire de nos écueils, nos incidents en production. On sait que si on a eu des problèmes de perf, du coup on va commencer à monitorer des métriques autour de notre CPU, notre RAM, notre mémoire, etc. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle de monitoring des known unknown. Ça veut dire qu'en fait on revient vraiment sur des choses qui sont passées, qu'on connaît, qui peuvent se reproduire malheureusement. C'est juste qu'on ne sait pas quand. L'observabilité, c'est complémentaire en fait au monitoring, mais pour moi c'est plutôt l'art en fait de rendre un système observable. C'est vraiment en fait utiliser tout ce qui est ce fameux triptyque que tout le monde connaît maintenant, les logs, les métriques, les traces. Et le fait d'avoir ce combo, ça permettra en fait, peu importe ce qui s'est passé en production, peu importe les écueils dans lesquels vous êtes tombé en production, on sera capable de revenir sur ce qui s'est passé. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est pas grave, en fait. On aura les traces, on aura tout ce qu'il faut et tous les outils et les armes qui nous permettront de troubleshooter et corriger le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'un monde des unknown unknown. On ne sait pas quand est-ce que ça tombe, on ne sait pas ce qui se passera, mais on sait qu'on sera armé pour reconstituer ce qui s'est passé et corriger le plus rapidement possible. Et c'est là où on va vous présenter donc notre petite application et cette petite équipe projet. Au travers d'une application qui s'appelle Fix My Bike, version 1.0. Et en fait, c'est une application qui gère la gestion de stock de commandes de pièces de réparation pour des vélos. C'est une architecture relativement simple, on va dire, quelques API. Donc c'est plutôt une structure monolithique, une application qui est hébergée sur un serveur on-prem avec l'API, une interface utilisateur. Donc quelque chose de pas trop méchant pour démarrer parce que voilà, c'est une application qui reste nouvelle. Avec un nombre fixe d'utilisateurs, on n'est pas vraiment sur le chemin critique. On n'a pas besoin de haute disponibilité. Donc voilà Fix My Bike. Et cette équipe projet donc, a mis cette application en production maintenant depuis plus d'un an. Et malgré la simplicité de cette architecture, en fait, il y a des incidents en production.
Les end-users, donc les clients, en fait, se plaignent de problèmes de performance. Il y a des choses à faire, définitivement. Donc l'équipe projet se penche sur la question. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire donc ce fameux monitoring. Donc c'est là où en fait, on va vous expliquer un petit peu les enjeux et les premières étapes de ce monitoring. Voici la recette du premier dashboard qu'ils ont pu mettre en place. Alors du coup, ils se sont concertés, ils se sont dit, voilà, on a eu tel type d'incident, etc. Donc bref, on constitue un monitoring, un premier monitoring basé sur voilà, des choses un petit peu au doigt mouillé. Donc la baguette magique, elle est assez intentionnelle parce qu'on le fait voilà, au doigt mouillé et on se dit qu'avec ces éléments-là qu'on va refléter au travers de notre dashboard, c'est sûr, on n'aura plus d'incidents. Il n'y aura pas vraiment de problème qui va pouvoir se reproduire parce qu'on a travaillé, on a analysé et puis on va voir ce que ça donne. Donc, ce dashboard va être constitué par l'exploitation de métriques, de logs, oui, parce que effectivement, on a quand même quelques logs qui ont été buildés à l'occasion. Et on n'est pas dans le chemin des traces à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équipe de développeurs est relativement jeune, parce qu'on n'a même pas non plus d'outillage qui nous permettra d'exploiter ces traces. Donc en fait, au final, on va se cantonner à cette première espèce de stratégie en exploitant les métriques et les logs dans un premier temps. Et en plus du dashboard qui a été fait un peu au doigt mouillé, donc on met en place des alertes automatiques. On se dit, tiens, en plus, si je surveillais ma CPU et si elle atteignait 80%, et si je me faisais alerter à ce moment-là, ce serait peut-être quelque chose de chouette pour voir si anticiper les problèmes de performance. Donc du coup, voilà, on essaye ça, on essaye les seuils hard-codés, comme ça, un peu au doigt mouillé toujours. Et le succès sera-t-il au rendez-vous? Bon, vous doutez bien que ce ne sera pas le cas, parce que sinon on ne ferait pas cette présentation. C'est à toi. Première conclusion. Non, c'est toujours moi. Donc voici les premières conclusions. Donc du coup, bien évidemment, toujours autant d'incidents. On a finalement, on s'est jeté corps et âme sur un dashboard qui était fait au doigt mouillé, mais au final, on s'est un peu planté puisque les utilisateurs finaux sont toujours mécontents. On a toujours un tas d'incidents. On a aussi une augmentation des alertes qu'il faut traiter au passage. C'est-à-dire qu'en fait, ce mécanisme d'alerting automatique se révèle plus on va dire, une masse de travail supplémentaire. C'est juste l'horreur. Et en plus, si seulement ces alertes étaient vraiment réelles, c'est même pas vraiment le cas. Je dirais que 80 à 90% des alertes sont de faux positifs et ça génère plus de frustration. Donc on s'est un peu planté. Voilà, on s'est planté de stratégie. Bravo Virginie. Voilà, surtout quand vous avez compris le fait de récupérer quelques métriques infra et quelques logs fonctionnels ne nous permet pas d'avoir une couverture monitoring qui répond à notre besoin. Surtout quand on a un utilisateur qui est au bout du fil, qui nous dit « Mon application ne marche pas, ça fait des heures que ça change, et j'arrive même pas à trouver mes données. » Et là, de l'autre côté, nous avons l'équipe support niveau 2, niveau 3, ils sont tous là, mobilisés, à essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est souvent là qu'ils se disent, si seulement le développeur avait rajouté plus de logs, si seulement. Bon. Et c'est souvent là, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on a bien pris en compte l'aspect observabilité de notre application? Des fois, ce type d'incident peut prendre des heures et même des jours. Après, l'idéal, c'est on demande aux développeurs de rajouter des logs au niveau de chaque fonctionnalité. Mais vous imaginez bien une application qui contient des centaines de fonctionnalités et souvent même des milliers. Enfin, on risque de perdre notre développeur. Tiens, il risque d'aller postuler ailleurs, tant qu'il est temps. Et de l'autre côté, nous allons nous retrouver avec beaucoup de logs et ce sera difficile à gérer. Alors, et déjà, est-ce que c'est green tout ça? Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Ce que nous allons faire, nous allons plonger dans l'étude FMIA qui nous permet d'agir en bonne intelligence et de savoir quels sont les bonnes logs à construire. Alors, c'est quoi FMIA?
FMEA qui veut dire Failure Mode and Effect Analysis, qui est une analyse de risque et de détection de défaillances de notre système. Et l'étude FMEA, ben, on ne le fait pas tout seul dans notre coin. On le fait en collaboration avec les différentes équipes support, build ops. On travaille ensemble pour pouvoir partager notre expérience et notre connaissance. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va un peu décortiquer notre application, lister les différentes fonctionnalités. Et pour chaque fonctionnalité, nous allons mettre un score RPN, ce qu'on appelle le Risk Priority Number, qui est une multiplication de la sévérité de l'événement, de la probabilité, la fréquence de l'échec de l'événement, et la détection, probabilité que l'événement ne sera pas détecté. Je donne un exemple. Prenons dans notre cas, notre Fix My Bag, on a l'envoi des stocks au quotidien. Déjà, les stocks, c'est critique, parce que si on n'a pas de stock, on ne peut pas bosser. Parce que la sévérité, elle est critique. Et la probabilité, ce qu'on va faire, on va regarder un peu les incidents passés, les problèmes qu'on a eus, et par rapport à ça, on va mettre un score. Et la détection, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de détecter quand il y a un problème? Mais si on n'est pas capable, on va mettre un score un peu plus élevé. Ce principe, cette approche va nous aider à avoir un ranking des logs, et de savoir quels sont les bonnes logs à construire pour ne pas tout loguer. Alors, quels sont les bénéfices? On a listé 3. Déjà, c'est le fait de travailler ensemble en collaboration. On va mettre à profit les connaissances collectives d'une équipe. Le support, côté support, puisque généralement, ils ne sont pas très techniques, ils vont pouvoir monter en compétence sur les logs. Et de l'autre côté, côté build, puisque eux, ils sont un peu loin de l'utilisateur, ça va leur permettre de comprendre le besoin de l'utilisateur et de savoir où est-ce qu'il est insatisfait et d'améliorer l'application. Et bien sûr, on va avoir une meilleure maîtrise des logs, puisque maintenant, on ne log pas tout et n'importe quoi, mais on log seulement le juste nécessaire. Et encore plus, on va pouvoir améliorer la proactivité. Le fait de faire une analyse des risques, on va comprendre où est-ce qu'on a des problèmes. On va pouvoir rajouter des alarmings avant même que l'incident soit créé par l'utilisateur. Voilà, on a appliqué la méthode FMEA. On va pouvoir enrichir les dashboards existants et on va pouvoir augmenter la couverture du monitoring. Et concrètement, donc, tout ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Souvenez-vous donc du coup de cette petite équipe support qui avait bien pensé faire bien, développer son dashboard, premier dashboard de monitoring, et qui avait généré énormément de frustration. Puis dès lors, coach Robin est arrivé. Et du coup, les équipes se sont concertées. Support, dev, DevOps, que j'ai pas fait par paresse, mais ils sont bien là. Ils se sont concertés, donc ça a donné naissance du coup à de la discussion, à du partage, comme disait Robin, d'expérience, du build, mais aussi de ce qui se passe en production. On s'est mis à construire donc les bonnes logs, effectivement, et ça a donné un dashboard, certes, plus enrichi, mais cette fois-ci bien plus pertinent également, parce qu'il a été construit en bonne intelligence, avec cette fois-ci une vraie méthodologie. Donc, il a évolué, certes, avec plus de métriques, donc agrégées par rapport à l'impact qu'elle pouvait avoir sur la qualité de service. Plus de logs, vous l'aurez compris, de par leurs impacts. Et on n'est pas encore non plus dans le chemin des traces. C'est vrai que là, on commence tranquillement. Maintenant, on a un bout de stratégie, donc on y va. Et le bilan, effectivement, est positif. C'est-à-dire que quand on met les capteurs aux bons endroits et qu'on met des capteurs qui ont vraiment une véritable incidence sur l'impact que ça peut avoir, du coup, sur la qualité de service rendu en production, eh bien, on améliore notre mean time to repair. On peut même dire qu'on améliore notre mean time to detect, puisque si on voit les choses commencer à se dégrader, on est capable d'alerter les équipes et faire ce qu'il faut, faire du troubleshooting. On améliore aussi, on diminue nos faux positifs, parce que dans l'étude, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on a pu bosser aussi là-dessus avec Robin, c'est mettre un peu en place cette intelligence artificielle, dans le sens où on met du machine learning pour éviter les seuils hard-codés, comme on le disait au démarrage, et de mettre plus de seuils dynamiques. Donc travailler plus sur la compréhension et l'analyse de la saisonnalité de certains événements, de certaines mesures,
pour être capable de mettre en place du seuil dynamique. Bon, ça demande un peu de notions de statistiques et de compétences mathématiques, mais ça peut porter ses fruits. Et la diminution du nombre d'incidents, hein, puisque si on a mis ces fameux capteurs aux bons endroits et qu'on est capable de détecter les problèmes avant qu'ils arrivent, ben, un user heureux ne crée pas d'incidents. À toi. Je vais continuer l'histoire de notre fameuse application Fix My Bike. Nous voici quelques mois après avec la version 2.0. Bien sûr, avec encore plus de fonctionnalités, et puisqu'on devient populaire et qu'on a 200 personnes qui nous follow maintenant, là, on a un nombre d'utilisateurs qui augmente. Et bien sûr, quand on parle de nombre d'utilisateurs qui augmente, ça veut dire qu'on a besoin plus fort de haute disponibilité. C'est normal. Et bien sûr, le coût de l'infra augmente aussi. Et de ce fait, on a décidé de suivre un peu la mode et de passer dans le cloud en containerisant notre application et de le mettre dans un orchestrateur. Maintenant, on a même des business maintenant. Il y a un business qui est rattaché à la prise de commande et il y a un autre business qui est rattaché à la promesse de livraison. Alors, quid de la qualité des services en temps réel? Comment est-ce qu'on sait si l'utilisateur il est satisfait de notre service ou pas? On peut aller lui poser la question et il risque de nous dire, ben moi, c'est normal, les mercredis à 21h, l'application ne fonctionne pas et je crée un incident. Bon, quand on commence à normaliser les incidents, on sait qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et alors, comment on peut avoir, maintenant, le fait d'avoir des business, on peut avoir un business qui va nous dire, en fait, pour moi, la prise de commande, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais si on n'a pas de commande, il n'y a pas l'argent qui rentre, et ça ne sert à rien de bosser. Et on a un autre business qui va nous dire, ben non, pour moi, c'est la promesse de livraison qui est beaucoup plus importante, parce que si on n'arrive pas à livrer à temps, ben on impacte notre marque et personne ne va venir commander chez nous. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va mettre des mesures? Où est-ce qu'on va mettre de l'effort? Il y a une approche que j'aime bien, c'est l'approche de SRE par rapport à l'observabilité. Alors, c'est quoi SRE? SRE, qui veut dire Site Reliability Engineering, qui est une méthodologie visant à améliorer la fiabilité d'un service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. On va commencer à mesurer la qualité de service en mettant en place des Service Level Indicators, les SLI, qui est une mesure directe du comportement d'un service. Et pour chaque indicateur qu'on va mettre en place, on va mettre bien sûr un objectif, qui est notre SLO, notre Service Level Objectif, qui est seule clé pour chaque SLI qui quantifie la disponibilité et la qualité des services. Alors, je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de taux d'erreur. Là, ce qu'on veut faire, on veut mesurer la proportion de retours OK sur le service prise de rendez-vous. Pour nous, un retour OK, c'est un retour qui a un statut HTTP code 201. On va mesurer la proportion par rapport au total des requêtes. Et là, ce qu'on va dire, on va mettre un objectif, on va dire, on veut que 99% des prises de rendez-vous sont OK sur les 28 derniers jours. Et si on est en dessous de 99%, on sait qu'on ne respecte pas la qualité de service et qu'on n'a même pas besoin d'aller demander à l'utilisateur s'il aime le service ou pas. On sait qu'il n'est pas satisfait du service. Et c'est là qu'on va devoir mettre des efforts pour améliorer le service. Je donne un autre exemple. Là, c'est le temps de réponse. On va mesurer le temps de réponse. On va dire que si notre requête répond en moins de 2 secondes, c'est qu'il est valide, il est acceptable. On va mesurer la proportion des requêtes en moins de 2 secondes par rapport à tous les événements valides. Et là aussi, on va mettre l'objectif, c'est de dire que 99 des événements doivent être inférieurs à 2 secondes sur les 24 dernières heures. Et en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir détecter avec ce type de mesure? C'est que dès qu'il y a un événement qui prend plus de 2 secondes, bien sûr, ça va impacter notre SLO, notre objectif. Et si, au lieu de prendre 24 heures pour impacter notre SLO, dans 1 heure, on a impacté tout notre objectif, on descend en dessous,
On peut même rajouter des alarming, pour nous dire que voilà, on a un problème de performance de notre système et il y a une anomalie et notre système comporte différemment. Et est-ce que vous avez faim? Nous, en tant que SRE, nous avons notre SLI menu et il y a de quoi à manger là. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui nous permet de savoir quels sont les types de mesures qu'on peut mettre en place pour mesurer notre service et pour s'assurer qu'on a une qualité de service élevée. Tu m'as fait rigoler. En résumé, donc on a fait quand même pas mal de méthodologies. C'est vrai que c'est quand même des pratiques qu'on a mis le temps de les embrasser, de les comprendre, de les approprier. Donc c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup d'informations pour ceux qui ne les connaissaient pas. Mais voilà, en résumé, ce qu'on voulait vraiment marquer un petit temps de pause et de dire que la méthodologie, c'est effectivement fondamental et structurant avant de se lancer dans la conquête des éventuelles traces, des logs, etc. C'est vrai qu'on sait aussi qu'en ce moment, l'observabilité, c'est un peu le buzzword, mais en fait, si on constitue des logs à tout va, des traces à tout va, sans forcément comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir, c'est comme un peu tester, on ne peut pas tout tester, loguer, on ne peut pas tout loguer, donc il faut le faire en bonne intelligence. On voudrait aussi bien faire une pause sur le fait que les développeurs, je les adore. mais quand ils font de la merde, je rigole. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, on peut même loguer. Il faut savoir que loguer, c'est un des patterns d'opérabilité qui est extrêmement important, mais il faut savoir encore loguer. Moi j'y ai vu, je ne sais pas si vous avez vu des XML avec des milliers de lignes et là-dedans retrouver l'information qui sera importante pour vous, pour votre business, pour le support. Moi, je l'ai vu et je ne veux plus jamais voir ça. Mais ça aussi, c'est important de le savoir. Et puis, la deuxième chose aussi qui me tient à cœur de dire aujourd'hui, c'est vraiment de rassembler en fait, les équipes support avec les équipes développeurs, parce qu'il y a aussi des gens cool chez le support qui souffrent beaucoup du code merdique. Encore une fois, je rigole. Mais c'est important de dire que... oui, il y a des conséquences. Et du coup, en production, faut les aider, ces gens-là, parce que quand on fait notre CI, notre CD, on balance, on déploie en production, mais après, il y a des gens qui vont payer les pots cassés. Faut les aider un maximum aussi pour troubleshooter. Donc voilà, il y a pas mal de choses autour du métier du support. Travailler vraiment en bonne intelligence, tous ensemble. Et je trouve que la pratique du SRE sert aussi à ça, à faire en sorte qu'on ait plus de fraternité entre ces deux équipes. Voilà, donc la pause est terminée, on reprend. Donc du coup, on passe maintenant... alors oui, vous verrez aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé de traces, parce qu'à ce stade aussi, on pensait que ce n'était pas forcément nécessaire d'évoquer cette partie-là, mais là, vous allez voir que l'application évolue, on passe en version 3.0, et là, en fait, vous allez voir qu'avoir un système fully observable, c'est vraiment important. Donc, FixMyBug V3.0, qu'est-ce que c'est ? En fait, effectivement, c'est une application qui a beaucoup évolué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'utilisateurs. Ils ont été super fans, puisqu'on avait réglé les problèmes de perf. Donc, du coup, on est devenu super populaire. Beaucoup plus de fonctionnalités, encore plus fortes, qui ont été demandées. Et du coup, les architectes ont décidé qu'il fallait absolument changer l'architecture, parce que l'architecture monolithe qu'on avait présentée auparavant ne peut plus vraiment fonctionner. Il faut qu'on passe en découpage en microservices, ça va quand même simplifier les choses. Cependant, comme vous le savez, ça devient de plus en plus complexe. Je remets toujours le support parce que je pense aussi à eux en me disant, toutes ces flèches, toutes ces interactions qu'il y a entre services, ça devient vraiment compliqué. Et surtout, quand ça tombe en production, quand on a un service qui tombe, en fait, comment est-ce qu'on va essayer de comprendre l'origine de ce problème ? Alors c'est là où on va reprendre un petit peu de hauteur et recomprendre un petit peu quelle est l'origine de l'observabilité. L'observabilité, c'est une conséquence et une partie intégrante des pratiques que l'on connaît tous maintenant, du passage aux pratiques DevOps, Cloud Native, SRE. Et c'est vrai que c'est forcément fondamental parce que les systèmes aujourd'hui qui sont modernes, c'est-à-dire soit déjà Cloud Native ou soit les vieux systèmes obsolètes que l'on cherche à moderniser, ils vont tous maintenant devenir une véritable source de complexité. Et que si on ne rend pas ces systèmes observables, en fait, on va être vraiment très peu performant quand il va y avoir des problèmes en production.
On parlait de Fix My Bike. Maintenant, je pense que c'est une application voilà, qui est conteneurisée, qui est orchestrée dans un Kubernetes, hébergée dans le cloud. Et maintenant, si on a un service, une fonction qui est exécutée quelque part, on ne sait même plus à telle heure sur quel serveur est-ce qu'elle avait été exécutée. Alors que quand on était sur une architecture beaucoup plus simple, on-prem, avec un seul serveur qui portait tout ça, c'était quand même plus simple de rentrer dans la machine et essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Donc là, voilà, ça devient vraiment compliqué. Et donc, du coup, tout ce qui est détection, comprendre, etc., anticiper, troubleshooter, ça devient vraiment très, très, très difficile. Alors du coup, on va refaire un petit peu de sémantique rapidement, mais en fait, voilà, donc forcément, l'équipe de Fix My Bike V3.0 va se tourner sur l'exploitation des traces. Donc les traces, c'est un séquencement d'étapes logiques. Hein. Quand un utilisateur va faire une requête, effectivement, il va passer dans un séquencement de plusieurs services, plusieurs fonctions. Donc les traces, c'est justement l'enregistrement de ce séquencement, et les spans, ça va être justement cette unité logique. C'est par exemple, voilà, je rentre dans telle fonction et je vais pouvoir comprendre la durée d'exécution de ces fonctions-là. Et du coup, exploiter ces traces, c'est extrêmement important parce qu'on va vraiment rentrer dans un niveau de détail supérieur. Et l'équipe va utiliser donc du coup OpenTelemetry. Donc je ne vais pas réexpliquer ce qu'est OpenTelemetry. Je crois qu'il y a eu pas mal de présentations, même depuis les années précédentes, sur OpenTelemetry. Mais voilà, c'est un outil open source, une collection de librairies qui nous permettent voilà, de collecter tout ce qui est log, métriques, traces, et décentraliser à un endroit. C'est parti pour la démo. Mais avant la démo, on veut juste vous réexpliquer un petit peu l'architecture en fait, qu'on a conçue et revue juste avant. Donc en fait, on voulait expliquer, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc OpenTelemetry dans 3 types d'applications différentes. C'est-à-dire qu'on est parti sur une application plutôt monolithe Java, où OpenTelemetry a été auto-instrumenté, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre Docker Compose, on a tout simplement rajouté l'appel à un OpenTelemetry Java Agent.jar. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, et on va vous expliquer ce que ça peut apporter. Ensuite, on a utilisé donc l'application Fix My Bike microservice, comme vous pouvez le voir, mais par contre ici l'utilisation d'OpenTelemetry n'a pas été auto-instrumentée. On est rentré en fait dans le code de chaque microservice pour ramener des librairies, pour ramener aussi la création de span. Et vous verrez que du coup, ça peut être aussi utile pour avoir vraiment un dessin, un drill down bien plus exploitable. Et puis après, Robin vous expliquera aussi ce qu'il a fait sur un middleware type Kafka, avec aussi une version auto-instrumentée. Et au milieu de tout ça, donc, vous avez OpenTelemetry, qui est le collecteur, qui vient récupérer donc, toutes ces informations de ces receivers. Et on a utilisé donc, comme exporteur Jaeger pour les traces, Prometheus pour la partie métrique, et Loki, du coup, sur les logs. Donc c'est un schéma d'architecture qui est vraiment simplifié parce qu'on utilise aussi un autre container qui s'appelle CAdvisor qui récupère les métriques des containers qui tournent sur cette machine. Et puis voilà. Et bien sûr Grafana qui est plutôt l'outil qui permet de faire du dashboarding et qui permet de récupérer toutes les informations. Tu veux faire la démo ? Ah oui. Juste pour... Juste pour montrer la différence entre les codes qui ne sont pas instrumentés et les codes qui sont instrumentés. Là, on est sur un microservice. Et ce qu'on doit faire, en fait, pour avoir les traces au niveau de nos codes, c'est qu'on doit rajouter la librairie OpenTelemetry. Et au niveau de chaque fonction, il faut rajouter l'agent, le trace, et des spans pour pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on veut vraiment capter au niveau de notre collecteur. Voilà. Du coup, on va vous passer à la démo. Je vais un petit refresh. Ça, c'est l'outil Jaeger, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui nous permet de lire un peu les traces depuis notre collecteur OpenTelemetry. Si je prends par exemple le service Fix My Bike, vous allez voir qu'on va avoir la durée de chaque requête
dans le temps. Et aussi, si on a une requête en erreur. Par exemple, si je prends celui-ci. Là, on a cette vue span qui nous permet de savoir quelles sont les différentes fonctions qui ont été appelées à travers d'une requête. Par exemple, quelqu'un qui a fait une requête sur FixMyBike, il a passé dans FixMyBike déjà, dans Customer, et on descend, il passe dans le stock, et il génère une erreur au niveau de notre microservice spécial. On a la possibilité après de descendre et de voir c'est quoi la log, c'est quoi l'exception. Filter apply Christmas. Bon, c'est normal, on n'est pas encore Christmas. Ouais, ça nous donne une vision. Là, pour le coup, avec ce type de trace, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas où est l'erreur. On est vraiment à la main très détaillée. On peut facilement trouver l'erreur si l'utilisateur crée un incident. Et après, on a aussi la vision au niveau de Grafana. J'ai fait une petite refresh pour avoir un peu plus, puisque ça tourne là maintenant. Là, on a aussi cette même vision. On peut voir la durée de chaque requête. Et on a aussi la vision, puisque Grafana récupère de Yager, on a aussi cette même vision de voir les spans qui descendent. On peut descendre jusqu'à la log d'erreur. Après, ce qu'on a fait, juste pour vous montrer un peu, c'est que je fais une refresh aussi ici. Voilà. On a construit un dashboard qui nous permet d'avoir cette full observabilité. C'est d'avoir d'abord la volume des logs en erreur qui vient de Loki. On a aussi l'état de nos CPU, les métriques qui viennent de Prometheus. Et on a les traces qui viennent de Yager, qui vient de OpenTelemetry. Et après, on peut filtrer sur un service. Je prends un service pour le container FixMyBike, par exemple. On peut voir que voilà, la courbe, est-ce que le fait d'avoir des erreurs, est-ce que ça a un impact sur notre CPU ou pas? C'est quoi les traces? Alors, on a cette vue maintenant full observabilité à un seul endroit, dans Grafana, et que dès si on a un problème, on peut faire la corrélation entre les différents logs. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est la partie Java maintenant qui est auto-instrumented. Voilà, je vais vous montrer. On a fait un petit test juste pour la démo. Ouais, c'était une application effectivement qui va pas bien loin, hein, qui affiche juste un Hello World sur une page web qui tourne sur du Tomcat. Mais c'est vrai que la version, on va dire, auto-instrumentée ne fournit pas énormément de détails. Ouais. Voilà, ce qu'on voit, c'est que ce que OpenTelemetry il est en train de le catcher lui-même en automatique. On voit un peu quelques get et quelques classes qu'il arrive à récupérer. Mais sauf qu'on va perdre un peu cette vision d'avoir les spans. On ne les a pas créés, mais on aurait pu effectivement le faire. Voilà. Et on n'a pas voulu lancer Kafka maintenant là, parce que ça allait chauffer notre PC. Et du coup, on va vous donner une petite démo. Pour ceux qui connaissent très bien Kafka, ça consomme, hein, je confirme, ça consomme la mémoire. Et là, c'est auto-instrumental. Il récupère directement le broker, le connect, le producteur. Bon, je ne vais pas entrer en détail dans Kafka parce que ce n'est pas un talk sur Kafka. Bon, je vous donne juste l'exemple qu'en fait, on capte quand il y a des erreurs. Par exemple, au niveau de Kafka, on a besoin d'avoir des topics pour pouvoir mettre des messages dedans. Et il détecte quand il y a, au niveau du schéma, qu'il y a un topic qui est absent, qu'on n'a pas créé. Du coup, même ce type d'erreur, on arrive à le capter en automatique. Sans rien faire, il faut juste rajouter la librairie et une variable environnement et c'est bon. Et là, ce qu'on a fait encore, nous, on est allé un peu plus loin. On a une petite application qui va produire les messages. Là, pour le coup, on a rajouté des spans au niveau des codes. On a dû modifier des petits producers pour avoir les messages qui transitent dans Kafka. Et là, c'est à utiliser avec prudence pour ne pas envoyer des données D1 ou D2, des données privées au niveau de vos logs. Voilà. Bon, on a terminé avec on va avoir du temps pour les questions.
Bah oui, en conclusion, du coup, j'espère déjà que vous avez pu apprendre des choses, mais le but, c'était de ne pas opposer forcément tout ce qui est monitoring et observabilité. En fait, ce sont des pratiques qui sont complémentaires. On ne voulait pas non plus que ce soit un raccourci pour dire que le monitoring s'applique pour des systèmes qui ne sont pas forcément modernes. Ce n'est pas nécessaire de mettre un système full observable pour des systèmes qui ne sont pas sous microservices. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on pense que effectivement, hein, si on rajoute des traces dans des systèmes monolithes, peut-être qu'on pourra justement avoir des indices sur des performances, sur des requêtes qui vont sur une base Oracle, etc. Donc ça peut être important. Ce qu'on voulait juste bien expliquer, c'est surtout le fait que il faut pas, voilà, c'est pas la course à l'observabilité. L'observabilité, c'est un buzzword, mais il faut vraiment mettre en place de la méthodologie pour avant d'y aller. Et puis l'intention aussi de Talk, c'était vraiment de rapprocher les équipes, rajouter des bonnes pratiques, voilà, autour de cette cohésion également qui est importante. Et une des choses aussi qui est importante et que j'ai vu moi au travers de mon expérience, c'est que les équipes support, il faut aussi trouver un moyen de les embarquer sur cette technicité. C'est vrai que moi j'ai plutôt vu des équipes support qui n'étaient pas forcément avec un profil technique, et néanmoins quand il y a des problèmes, des pets en prod, c'est pourtant eux qui vont devoir œuvrer. Donc, c'est important aussi de trouver une façon de les faire monter en compétences, de leur fournir aussi les outils et les armes qui permettront d'être réactifs. Et ça, voilà, ce serait peut-être ce qu'on expliquera dans un prochain talk. On verra. On a terminé ? Oui, voilà, si vous avez des questions. Merci. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation, où je me suis retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Ma question serait sur la conduite du changement. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Parce que je suppose que vous avez parlé des équipes support et dev, mais il y a des gens qui doivent gérer l'infra, je suppose. Il y aura des VM qui traînent. Pourquoi utiliser Grafana et pas Splunk et tout mettre dans les logs? Quelles sont les stratégies humaines finalement qui ont été mises en place pour convaincre tel ou tel choix? Voilà. C'est une bonne question. Justement, la conduite du changement, c'est ce que je dirais qu'il y a de plus dur. Après, c'est pas forcément simple. Déjà, ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie, hein, comme on le disait, que ce soit autour de l'outillage qui a été choisi, mais aussi convaincre les personnes sur pourquoi c'est nécessaire de le faire. Donc c'est le truc, je dirais, le plus difficile. Tout ce qui touche à l'humain est le plus difficile, j'ai envie de dire. Et il faut trouver les bonnes personnes chez qui ça parle, les convaincre. Déjà, faire cette stratégie, la déployer et convaincre, avoir un petit peu le champion de l'observabilité et de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois des personnes qui, après, évangélisent cette parole. Mais et par contre, il faut être résilient et il faut prendre le temps de le faire. Il ne faut jamais, en tout cas, jeter l'éponge. C'est un peu pour la partie outillage, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de connecteur OpenTelemetry avec Splunk, à moins qu'on utilise le Splunk Observability Suite. Voilà, mais c'est souvent basé sur... Oui. Oui, j'ai une question. Je n'ai pas très bien compris comment vous faites pour assurer la corrélation de traces. Ouais. Est-ce que c'est le code qu'on ajoute qui fait que télémétrie arrive à faire en sorte que les traces soient corrélées entre les différents microservices? En fait, je montre juste les codes. En fait, au niveau des... pour les traces, on va vraiment rajouter les librairies et ce que j'ai expliqué. Et au niveau... Là, on utilise un Docker Compose, parce qu'on a une image. Et au niveau de l'image, on va rajouter... On va faire... Je ne sais pas si... Attends, je montre le service Fix My Bike. Fix My Bike, il est où? Collecteur. Voilà. On prend un service Booking, par exemple. On a un variable environnement qu'on déclare pour dire où est-ce qu'on va renvoyer les traces. C'est bien un collecteur. Et on a une autre image qui est le collecteur OpenTelemetry. C'est lui, il va rester en écoute chaque fois qu'il y a des traces qui vont venir. Il va juste récupérer les traces. Et après, c'est Yagge qui va venir récupérer qui va lire les traces depuis le collecteur OpenTelemetry. En gros, c'est une petite variable
Après, il y a pas mal de formations qui expliquent en ligne sur comment on les met en place. Mais c'est juste cette partie de... On rajoute d'abord les librairies au niveau de notre code. Et après, au niveau du variable environnement, on dit vers quel collecteur on va envoyer les traces. Peut-être tu voulais qu'on revienne sur le Grafana avec les 3 couches log, métrique et trace et voir comment C'est là. Non, le Grafana. Non, mais il y avait un moment où vous montrez une arborescence entre la fonctionnalité, le service et puis les spans derrière. Ouais, dans Jagger. Oui, ça doit être ça. Lui, là? Oui, alors ça, c'est pas celui-là. Jagger. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, au niveau de Jagger, là. Et ici, là, yes. Par exemple, je suis pour microservices, shopping code, find span. Voilà, par exemple, ça là. Oui. Ouais. Mais en fait, lui, il est en train de juste de lire dans le collecteur. Il le fait en automatique. C'est l'outil open source qui vous pouvez télécharger facilement. Et c'est lui qui vient lire tout ce qu'il y a dans le collecteur. Et c'est lui qui fait la corrélation des différents. Parce qu'au niveau des codes, on va quelque part nommer un endroit, dire que voilà, ce span, il est parents et l'autre, il est child. Quelque part, on va le faire. Comme ça, Jagger, lui, il va pouvoir détecter, voilà, lui, il faut mapper avec tel service. Et c'est lui qui fait tout le boulot, en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire un dashboard, du coup, qui est sur vraiment le même créneau temporel, et de se dire, si jamais il y avait eu un incident hier, à 3h du matin, que tu aies vraiment tous les éléments, donc traces, log, métrique, et qui te permettent de revenir sur ce créneau temporel, et de dire, voilà, si tu avais une latence qui avait été mesurée, donc on peut le voir, et après, à côté, on peut regarder donc, les ressources de serveurs qui hébergent cette application-là, et d'avoir tous les éléments pour te dire, c'était cette fonctionnalité qui a mangé toute ma perf parce que, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait, d'avoir vraiment la collection de toutes ces informations-là au même endroit. Je reprends ce slide parce qu'en fait, il est là. Ouais, c'est écrit ligne, je sélecte. Ici, à ce niveau, c'est écrit générateur.upper. Là, on a un microservice qui s'appelle générateur. Et là, on est dans le microservice qui s'appelle Uppers. Et là, c'est comme ça qu'on rajoute et on dit, voilà, telle fonction, il doit mapper avec telle fonction. Tout est là, en fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Merci beaucoup. Merci.